أهلا وسهلا. Bienvenue, Anne Blancard. Notre invitée aujourd'hui, Maï Manassa. Maï Manassa est une journaliste, critique littéraire très célèbre au Liban. Elle collabore au journal An-Nahar, à de nombreux programmes de télévision. Nous la recevons pour son premier roman, Les Cahiers du Grenadier, paru à Beyrouth aux éditions Dar An-Nahar. Il se trouve que Maï Manassa est la sœur de la romancière et poétesse Vénus Korigata, que toutes deux ont écrit sur le même sujet, un drame survenu dans leur famille, ont écrit un roman à la lisière de la biographie et de la fiction. Vénus Korigata nous a parlé de son roman La maison au bord des larmes. Fadima Tarr est allée à la rencontre de Maï Manassa à Beyrouth. Maï Manassa, bonjour. Bonjour Fadi, comme je suis contente de te recevoir dans mon jardin. Si je suis chez toi aujourd'hui, c'est parce que tu viens de sortir un livre chez Dar An-Nahar, un livre intitulé Awraq min Dafater Shajarat Rumman. Pourquoi ce titre, Les Cahiers d'un grenadier? Les cahiers parce qu'il s'agit de feuilles. Les feuilles, j'écris sur une feuille et le grenadier a ses feuilles. Donc il y a ce rapprochement entre les feuilles d'un arbre et les feuilles sur lesquelles on écrit, sur lesquelles on repose sa vie ou on remue sa vie, c'est égal. Le grenadier, parce qu'il a joué un grand rôle dans ma vie, dans la vie de mon enfance, de ma jeunesse, et ce grenadier dans ce livre est aussi important que les personnages. Il a été témoin de beaucoup de scènes qui se sont passées devant lui, et quelquefois il refusait de faire du fruit tellement il était triste et morose devant ce qui se passait. Les Cahiers d'un grenadier ou Awraq min Dafater Shajarat Rumman est un livre autobiographique presque. Disons que oui, seulement j'ai voulu le romancer. Peut-être par pudeur. Écrire une autobiographie, qui suis-je pour le faire? Je n'ai jamais fait de prouesse dans la vie, jamais gagné une guerre, je n'ai pas inventé la poudre, donc il fallait que je romance ce sujet qui me tenait à cœur. D'abord, ma vie, et puis la guerre au Liban. Donc il y a deux boîtes dans ce livre, une boîte dans l'autre. Il y a la guerre au Liban, il y a tout un peuple en exode, un peuple dans les abris, un peuple qui meurt, des complots qui se fomentent contre le pays. Et puis il y a ma guerre à moi, car je l'ai vécue depuis mon enfance et je suis témoin de ce qui s'est passé. J'ai senti un jour, je ne sais pas comment un livre naît, mais il suffit peut-être de mettre le premier mot, la première phrase, la première expression pour que la source coule. Et c'est vrai qu'il a duré entre mes mains beaucoup de temps parce que je n'ai pas le temps de l'écrire et puis je ne savais pas qu'il allait finir dans une couverture. Je l'écrivais pour me dégager de quelque chose, pour me vider d'un gros poids. Et puis finalement, il est devenu un livre. Une famille vit un drame, l'exclusion d'un jeune garçon, poète, artiste aux 1000 dons, et peut-être à cause de cela même, difficile, psychopathe diront certains, en tout cas marginal. Ce fils, le père décide de l'exclure de la famille, de la vie, en le faisant enfermer dans un asile psychiatrique. Les filles de la maison, Vénus Korigata, Maï Manassa et leurs sœurs, sont là, spectatrices de la déchéance de leur frère, du déchirement de leur mère, de l'intransigeance du père. Aujourd'hui, les parents sont morts. Le frère, prématurément vieilli, a trouvé refuge dans une maison de repos. Les deux sœurs ont décidé d'écrire comme on se décharge d'un fardeau, comme on se décharge d'un remords. Mais comme il se trouve que toutes deux sont écrivains, leur histoire personnelle n'est que le point de départ d'un roman. Maï Manassa, dans Les Cahiers du Grenadier, conjugue deux temps, celui de la famille et celui de l'histoire récente du Liban, marquée par la guerre, comme si le destin de ce frère et de la famille ne pouvait être dissocié de celui du pays. Le passé est évoqué sous forme de flashback. Les personnages émergent en filigrane des réflexions de la narratrice. La narratrice qui dialogue en quelque sorte avec elle-même.
Seul dans ce roman, le père prend la parole, peut-être parce que c'est lui qui dispose du pouvoir au sein de la famille. Plus que d'un roman, on peut parler d'un récit. Dans une langue très métaphorique, en témoigne l'arbre, ce grenadier, d'où le titre, qui meurt et qui renaît, porteur de fleurs sanglantes mais stériles. Maïmanassa au micro de Fadi Matar. Ce livre-là, il a commencé à partir de moi, petite. Et le cheminement a été lent. Je voyais un frère, poète, qui sombrait dans une schizophrénie terrible, incompris par sa famille, mais qui a quand même visité l'asile psychiatrique. C'est de là où tout le drame a commencé. Le grenadier était présent. Le grenadier qui tendait ses branches par la fenêtre où restait mon frère, pensif, et ma mère, foudroyée par ce fils unique qui est tombé. Ce grenadier, je le dis, il versait par l'échancrure de son écorce un jus aussi rouge que le malheur qui s'était abattu sur nous. Mais il y a toujours ce courage, il y a toujours cette lutte pour la vie, il y a toujours ce rêve du futur. C'est pourquoi nous, les filles, on s'est éloignées du drame familial. Nous avons voulu reconstituer notre vie à travers nos rêves, à travers nos fantasmes. Et puis il y a eu la guerre. Et cette guerre qui a tout effiloché. Et il y a eu des ruptures dans des ménages, il y a eu des ruptures entre mari et femme, des ruptures entre les gens. Et puis le monde s'est éparpillé. Il y a eu réellement l'apocalypse. Et c'est là où, en venant dans cette maison, en replantant mon grenadier, que je voulais à l'image de ce grenadier d'antan, c'est là où l'idée du livre a germé. En voyant ce grenadier fleurir et ne pas donner de vrais fruits, j'ai reconstitué ce passé. Je me suis dit, il y a cette même malédiction du grenadier qui me poursuit partout. Je ne dois plus planter un grenadier, même si sa vue, même si son apparence, que ce soit au printemps, quand il est plein de ses bourgeons rouges, qu'en septembre, quand ses fruits sont gros et sensuels, je suis toujours en admiration devant ça. Mais j'ai pris la décision de l'écrire dans mon livre, de le châtier dans mon livre et de lui faire subir la malédiction de la maison. C'est pourquoi le grenadier existe. Il est beaucoup plus important que les personnages du livre. Maïmanassa, ton frère était écrivain. Est-ce que tu as voulu écrire à la place de ton frère quand tu as écrit ce livre? Est-ce que c'était pour reprendre sa plume? J'ai commencé à écrire le livre à partir du moment où je montais le voir là où il se trouve, dans cette maison de repos où j'espère qu'il se repose. Ma mère me l'a légué. En mourant, elle m'a dit, je te le lègue. Tu as hérité d'un frère, je n'ai pas une maison à te donner, ni de l'argent, ni un lopin de terre. Tu vas hériter de ton frère. Je l'ai hérité dans un grand engagement, très solennel d'ailleurs. C'est quand je montais le voir et que je le voyais avancer vers moi, complètement effiloché, complètement déséquilibré. Le corps, on dirait que le corps répond à l'esprit, il prend de lui cet art, cette démarche hésitante pour arriver jusque chez moi. Et puis lorsqu'il me prenait dans ses bras et m'embrassait fougueusement, d'une façon meurtrière quelquefois, je sentais que je devais écrire quelque chose. Que la maladie de mon frère, ou cette malédiction qui s'est abattue sur lui, n'était pas gratuite. Je suis une personne très positive. J'ai toujours l'impression que tout ce qui nous arrive tend à quelque chose, ou nous rappelle quelque chose, même un goût. Je le cherche parfois très longtemps pour savoir s'il est relié à quelque chose du passé. Donc, cette démarche que mon frère
utilisé pour arriver à moi était le début du livre. D'ailleurs, c'est avec ça que je commence le livre et c'est avec ça que je termine le livre. Et le livre, son premier chapitre s'appelle La fin. Il commence par la fin et se termine par cette même fin. Cette démarche, moi qui ai connu un frère agile, comme un écureuil, gambadant dans la vie, et puis je vois en face de moi un être qui n'a plus de frontières, complètement effiloché. On dirait que la lumière de ce couloir, de ce grand couloir, lorsqu'il arrive vers moi, on dirait que la lumière devient anthropophage, elle burine cette partie de ses limites, de sa frontière, et il devient un être très surréel. C'est pourquoi cette image très surréelle qui m'a poussé à écrire le livre, et je l'ai écrit. Maïm Nassa, tu m'as parlé d'une fin. Est-ce qu'il y a vraiment une fin à ton roman? Non, il n'y a pas de fin, parce que mes personnages ne meurent pas, ou ils ne ressuscitent pas. C'est des gens qui sont nés dans le malheur, et qui continuent à vivre dans le malheur. Il y en a qui sont morts, mais leur souvenir est amer. C'est vrai, quelquefois j'ai envie de dire que c'est un roman légendaire, qui n'a jamais existé, pour exorciser ma réalité, je le dis, tout simplement. Mais moi, je pense aussi que depuis que nous étions enfants, les légendes finissaient bien. Il y avait toujours ce happy end. Hein, le prince retrouvait sa princesse, la belle au bois dormant se réveillait, les gens étaient heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, ils vécurent heureux. Chez moi, non. C'est pourquoi ce n'est pas légendaire. Parce que les gens sont nés malheureux, ils restent malheureux. Il n'y a pas de fin, sauf que la mort a subtilisé quelques-uns, mais ceux qui sont restés là, ils sont restés sous le sceau du malheur et sous le sceau de la malédiction. Ils n'ont pas trouvé une issue à leur vie, ils n'ont pas rencontré le bonheur. Que ce soit les gens qui ont pris la route de l'exode, de la montagne, ils étaient nombreux, ceux-là, j'en parle beaucoup, ou bien ils ont émigré, donc en émigrant, il n'y a pas de bonheur, il y a toujours la nostalgie du pays. Et ceux qui sont restés sur quoi? Sur des souvenirs très malheureux. Ils ont enterré des parents, des fils, des mères, des pères, où ils ont vu leur maison tomber en ruine. Ils se sont retrouvés au chômage. Le malheur est resté le malheur. À la fin, on comprend tout ce qui s'est passé. Pourquoi ce père a agi comme ça à l'égard de son fils? Mais ça ne résout pas le problème. Le problème n'est pas résolu. Mon livre n'est pas une solution, une clé au malheur des gens. Au contraire, c'est pour intensifier le malheur de l'être humain, pour intensifier la malédiction dans laquelle il naît. C'est une sorte de prise de conscience. Absolument. Dans chaque mot, il y a une conscience qui parle. Et c'est ça qui me faisait souffrir. Je laissais mes papiers, je partais, je faisais mon travail, mais je ressassais tout le temps ce mot, ce synonyme que je voulais plus grand, plus blessant, plus piquant, plus poussiéreux, plus noir. Il y avait toujours le plus chez moi. Je ne me suis pas contentée d'un demi-mot, d'un clair-obscur. Il y avait toujours la grande obscurité ou la lumière blessante qui fait mal. La lumière blessante, la lumière blesse dans ton livre, Maïm Nassa. Absolument. Chaque fois que j'ai parlé de la lumière, il n'y avait pas une lumière douce, une lumière caressante. C'était des lumières fortes, des lumières comme des scalpels, qui me renvoyaient des ombrages assez aiguisés, assez pointus. Mais c'est très dur, Maïm Nassa, ce que tu écris, parce qu'on ne trouve pas la paix ni dans la lumière, ni dans l'obscurité, ni dans les ombres. Tu ne cherches pas la paix. Je n'ai pas écrit pour trouver la paix. Ce n'est pas une quête au bonheur, ce n'est pas une quête à la paix, ce n'est pas une quête à l'amour. Ce n'est pas une quête. Je me suis dépouillée dans ce livre. J'ai dépouillé mon âme dans ce livre. Peut-être que prochainement j'écrirai un livre drôle, je ne sais pas, mais j'ai commencé un livre qui n'est pas du tout drôle. Là, je crois que je suis faite pour écrire, pour suivre ce même cheminement lancinant. C'est ça ma plume, c'est ça mon style, c'est ça ma vue, c'est ça ma vision du monde. Oui, mes lumières et mes obscurités se ressemblent. D'ailleurs, il y a un chapitre dans lequel je parle de cette acclimatation à la solitude. Quand je suis venue habiter cette maison, et c'était la Grande Guerre, j'ai déposé mes livres, j'ai déposé mes bagages, et je suis restée sur un tas de livres. Je ne sais pas qu'est-ce que j'attendais. Il n'y avait pas d'électricité. J'ai allumé
une bougie. Et ce frémissement de la flamme rendait des ombres sur les murs, qui étaient une forme de clonage à mon esprit. J'ai parlé de ce clonage. J'ai parlé de comment je me suis familiarisée avec ces ombres. Comment je deviens l'ombre de l'ombre. À tel point, de mon effacement, j'ai vu que les ombres s'incarnaient mieux dans le personnage que moi-même, qui était arrivé dans cette maison à l'état néant. Donc, je voyais dans ces ombres-là, qui frémissaient sur les murs à cause d'une bougie, je les voyais beaucoup plus personnels et beaucoup plus personnages et beaucoup plus moi-même que moi-même. Et c'est là où le problème de l'identité a commencé à jouer. C'est quand je me suis retrouvée dans cette maison où il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas de téléphone, où la pluie ne cessait de tomber derrière les fenêtres, si bien que la pluie formait un grand rideau, un grand rempart entre la vie et moi, entre la guerre et moi. Là, je me suis isolée et de la guerre et de la vie. Et je devais renaître de l'utérus de cette maison. J'ai refabriqué ma naissance à partir de rien, à partir d'une flamme de bougie, à partir d'un tas de livres sur lesquels j'étais assise, en attendant quoi, je n'en sais rien. Et c'est peut-être la fatigue, c'est peut-être l'ennui, c'est peut-être le fait d'entendre les bombes éclater de loin, comme si je les lisais dans un livre. Ce n'était plus moi dans la guerre, parce que la région dans laquelle je suis venue m'installer, elle n'était pas encore touchée par la guerre. Je la croyais à l'abri. Et finalement, la guerre est arrivée, parce que la guerre a des pas de géant. Elle est arrivée partout, elle a englouti l'humanité entière libanaise. C'est dans cette maison-là que s'est opérée la grande expérience du renouveau et de la renaissance. Et là, je parle de cette première aube dans laquelle je me suis réveillée et donc le temps était complètement déformé. Et il y avait un cocorico de loin, un coq qui annonçait le matin. Et moi, dans cette tourmente, j'ai revu et j'ai réentendu ce coq de mon enfance. Je ne savais pas, il m'a fallu du temps pour savoir où j'étais et qui j'étais. Donc cette espèce d'identité, elle est assez triste, assez macabre. C'est ça que j'ai voulu écrire et sortir de mes tripes, pas avec des mots ordinaires. Il fallait que le lecteur comprenne cette quête de l'impossible. J'ai souffert en l'écrivant. C'est un livre qui m'a fait souffrir. Je sortais de chaque chapitre anéanti. J'avais besoin de prendre l'air, j'avais besoin de rencontrer des gens drôles pour effacer un peu le cauchemar dans lequel je vivais. Maïmnassa, à travers ce livre Awraq min Dafater Shajarat al-Rumman ou Les cahiers d'un grenadier, tu ne voulais pas régler tes problèmes avec ta famille, avec tes parents? Non, la preuve c'est que je leur ai demandé pardon d'avoir écrit ce livre. Au contraire, je n'ai rien réglé, ils ne sont pas contents de moi. Eux, morts, ils ne sont pas du tout contents du fait que j'ai écrit ce livre, certainement, parce que ça met à nu des choses que nous avons voulu toute une vie garder secrètes. Même les vivants, aujourd'hui, ma sœur en l'occurrence, pas celle qui vit à Paris, celle qui vit à Paris a déjà écrit l'expérience même. Moi, je la reprends à ma façon, dans mon style et dans ma vision à moi. Celle qui est là m'a dit « Pourquoi ressasser ce passé? Je voudrais oublier ce par quoi nous avons passé. Toi et ta sœur, vous continuez à nous l'implanter comme si vous reconstruisiez la grande forteresse de la famille. Or, on n'a pas voulu reconstruire la maison, mais on a voulu reconstruire le passé. » Maïmnassa, ton frère que tu as décrit dans ton livre, représente-t-il le peuple libanais pendant la guerre? Il a payé une grande souffrance, il a payé l'incompréhension de mon père. Le Liban aussi. Le Liban, il a payé de sa chair la jalousie de ceux qui l'entourent, de ceux qui n'ont jamais voulu admettre sa réussite, son regard sur l'Occident,
ce développement rapide qui s'est opéré en lui grâce à son homme, grâce à son peuple, grâce à ses écoles, grâce à son livre, grâce à la musique qu'il entend, grâce à ces sculptures qui sont partout dans ce pays, qui rappellent qu'il y a des hommes magnifiques qui savent sculpter la pierre, qui en font des forêts d'hommes. Le Liban a été convoité, et depuis toujours. N'oublie pas du temps de Soleiman le Magnifique, comment toute une forêt de cèdres a été abattue, pour que lui soit content et qu'il bâtisse son temple, avec nos cèdres à nous. Là, dans mon livre, je parle de la prostitution de nos cèdres. Comment elles sont allées, elles, parce que ça devient des femmes, comment elles sont allées tomber sur les pieds de Sleiman el-Hakim. C'était de la prostitution. Et mon pays, depuis ce jour-là, est-ce qu'il se prostitue? Je ne veux pas le dire, mais il est tellement magnifique, il est tellement merveilleux, qu'il ne devrait rien donner aux autres que son éducation et sa culture. Mon frère, oui, c'est ce Liban, oui, bien sûr. Parce que mon frère, il a subi son malheur par son intelligence, par sa beauté, par son esprit fulgurant, que mon père n'a pas saisi. Il a voulu le détruire. Maïm Nassa, ton livre, tu as écrit en arabe. Tu aurais pu l'écrire en français. Mais pourquoi? Il est libanais, mon livre. Il est écrit pour le Liban. Il est écrit pour chaque poignée de terre qui existe au Liban. J'en ai parlé pour l'arbre, pour la montagne, pour l'exode, pour les paysans qui ont quitté leur pays, qui ont quitté leurs prairies, qui ont quitté leurs jardins, leurs oliviers, pour venir s'installer dans les abris ici. C'est pour eux que j'ai écrit ce livre. Je ne vois pas pourquoi un Français qui n'a pas été engagé dans cette galère, ou un Américain, ou un Anglais, ou un Espagnol, comment peuvent-ils comprendre ce livre? Il faut avoir vécu dans l'abri. Il faut avoir vu son olivier tomber sec, mort, de ne l'avoir pas arrosé, d'avoir été si loin de lui, pour savoir ce que c'est que ce livre-là. Évidemment, le français actuellement, dans cette francophonie magnifique, il est en train de veiller à l'écriture de l'autre. Il est en train d'écouter ce que l'autre écrit. Et bien sûr, il aimerait relire ce livre en français. Mais moi, comme premier jet, je n'aurais pas pu l'écrire dans une autre langue que celui du pays. Parce que mon grenadier a une identité libanaise. Parce que la femme Hélène en français, qui a été déplacée de son village, elle-même, elle peut comprendre. Elle fait partie de ce livre. Elle sait pourquoi j'aurais écrit ce livre. Elle comprend. Elle a été blessée, elle a été meurtrie, elle a vu ses enfants émigrer, partir loin d'elle. Et elle, qui était très bavarde et qui parlait tout le temps de son village et de ses vergers, lorsqu'elle a vu les enfants partir l'un derrière l'autre, elle s'est muselée dans le silence. Elle n'a plus parlé. Je n'ai pas dit qu'elle est morte, mais elle est morte dans la réalité. Maïm Nassa, Awraq min Dafatir Shajarat Rumman est un roman édité par Dar al-Nahar. Merci Maïm Nassa. Nous recevions Maïm Nassa pour son roman Les cahiers d'un grenadier. Entretien, réalisation Fadi Matar, présentation Anne Blancard, mixage Laurence Noquet. C'était une émission du service magazine de Radio France Internationale.